Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Le chef de la partie actif numérique de BlackRock vient de donner une interview et on découvre des choses extrêmement intéressantes sur le futur de la stratégie de BlackRock dans les cryptos. On va parler aussi de plein d'autres choses, d'exchanges décentralisés, de stablecoin, bref, plein d'actualités. Le cours des crypto-monnaies est en baisse aujourd'hui, un BTC à 84 000 $, moins 1,6%, Ethereum de nouveau sous les 2 000 $, moins 1%, XRP 2,37 $. Il y a une crypto qui a vraiment pump aujourd'hui, regardez, Orca. Orca, l'exchange décentralisé sur Solana et aussi d'ailleurs sur Eclipse. Et ben, regardez comment la market cap le prix a explosé, plus 177% de hausse. On est passé d'une market cap en dessous des 100 millions de dollars à 237 millions de dollars très rapidement. Regardez vraiment, ça s'est fait en quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, on a en fait l'exchange coréen Upbit qui a annoncé le listing de Orca. Donc c'est rare quand même de voir autant de hausses liées à un exchange. C'est un exchange où il y a pas mal de volume de trading. On peut voir actuellement d'ailleurs où est tradé Orca. Et en fait, on se rend compte que il n'est pas... Enfin si, il est déjà tradé sur Coinbase, donc c'est pas non plus... Je pensais qu'il tradait dans très peu d'exchanges, mais en fait non. Il est déjà présent sur Coinbase, il est déjà présent sur Binance, il est déjà présent sur Gate, sur Bitvavo, sur BingX, bref, sur plein de plateformes différentes, et malgré ça, il pump complètement à la suite d'un listing. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a je sais pas, on sait que des fois, la Corée, quand ils se prennent vraiment de passion pour une crypto, ça peut vraiment faire exploser la crypto. Il peut y avoir beaucoup de volume. On trouve certaines fois des cryptos qui sont tradés sur les exchanges coréens, qui sont même pas tradés, enfin, qui sont très peu tradés sur d'autres plateformes. Donc, je sais pas, peut-être que ça présage de quelque chose pour Orca prochainement. Ensuite, Pump.fun, le launchpad pour lancer des meme coins, vient d'annoncer officiellement son exchange décentralisé PumpSwap. Hier, je vous ai parlé de Raydium qui a annoncé le concurrent de Pump.fun, et ben aujourd'hui, c'est Pump.fun qui répond et qui lance PumpSwap, donc un exchange décentralisé, et en fait tous les tokens qui vont être lancés sur Pump.fun, qui vont atteindre les 69 000 $ de market cap, je crois de mémoire, et ben ils vont migrer désormais sur PumpSwap et pas sur Raydium. Avant il y avait des frais d'ailleurs de migration de quelques centaines de dollars, ça va sauter aussi, et donc c'est plutôt bien pour Pump.fun et pour les utilisateurs de Pump.fun. Il y aura des frais sur l'exchange décentralisé de 0,25%, 80% vont aller chez le protocole, plutôt 80% chez les liquidity providers, donc ceux qui fournissent la liquidité sur l'exchange décentralisé, et 20% pour le protocole, avec une partie qui va être partagée plus tard avec le créateur du meme coin. Ça veut dire que le créateur du meme coin va continuer à gagner de l'argent quand le meme coin va être tradé sur PumpSwap. C'est plutôt pas mal ça aussi pour les créateurs. Donc voilà, Raydium réagit avec une baisse de 6,8%, mais bon, on s'y attendait, ils ont déjà lancé un concurrent de PumpFun, et moi honnêtement, si je devais parier, je dirais que ça serait plus, je vous l'ai déjà dit, mais Pump.fun et PumpSwap qui vont sortir gagnants, parce que les utilisateurs, au final, ils sont sur Pump.fun initialement, c'est là où ça se passe, et du coup ça va être compliqué, je pense, pour Raydium d'attirer une communauté de personnes qui veulent lancer des meme coins facilement sur leur plateforme. 20 € offerts, c'est ce que propose Bitvavo à l'inscription pour les prochains jours. C'est un exchange partenaire de la chaîne et ils viennent de sortir la version pro de l'application. En fait, c'est accessible depuis l'application mobile classique Bitvavo. Dans le menu, vous trouverez l'application pro maintenant. Et dans cette version pro, il y a des choses très intéressantes comme le trading qui est avec des frais très faibles sur les paires USDC. Donc là, sur le BTC USDC, on parle de 0,05% de frais. Donc vraiment, c'est vraiment difficile de faire moins cher. C'est extrêmement bas. Regardez, on va acheter par exemple 100 $ d'USDC, 100 $ de BTC avec de l'USDC, et les frais qu'on a, c'est bien 0,05. Donc c'est vraiment très très bas. Donc voilà, l'ordre est lancé. Il y a aussi les paires de trading euros. L'avantage des paires euros, c'est que c'est là où il y a vraiment la meilleure liquidité sur les paires crypto euros sur le marché. Le spread est vraiment très très bas. C'est juste, on va dire, le meilleur moyen d'acheter des cryptos au bon prix sans frais cachés. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Et voilà, il y a plein d'autres choses sur l'application Bitvavo, je vous ai déjà présenté, il y a l'auto-invest, il y a pas mal d'options intéressantes, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour en profiter, et il y a, comme je l'ai dit, 20 € offerts pour les prochains jours, faites vite. Ensuite, la capitalisation de tous les stablecoins vient d'atteindre les 230 milliards de dollars, c'est juste énorme. Et regardez, on peut voir ça, l'évolution, donc c'est vraiment un plus haut historique, hein.
On était en avril 2021 à 70 milliards de dollars. Là, on a bien augmenté. Beaucoup d'intérêt autour des meme coins. On a l'impression que tout le monde veut lancer un meme coin. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la part de marché des blockchains dans ces meme coins. On a 230 milliards et regardez, on a à peu près plus de 120 milliards, 123 milliards sur Ethereum. Donc juste Ethereum, on a plus de 50% de tous les stablecoins qui sont sur Ethereum. À la deuxième place, on retrouve Tron avec 64 milliards, donc environ 25%. Et bien en dessous, on retrouve Solana avec 12 milliards de dollars. Donc là, on est plus autour de 5% de tous les stablecoins. Solana, je pense qu'il y a vraiment encore plein de choses qui peuvent se passer au niveau des stablecoins, parce que l'écosystème n'est pas trop développé, je trouve, au niveau stablecoin. Il y a des projets qui arrivent. Mais bon, BNB Chain, 7 milliards de dollars. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que on a cette information-là et on a aussi le président de la branche actif numérique de BlackRock, Robbie Mitchnick, qui vient de donner une interview sur Ethereum, sur la place d'Ethereum dans la blockchain, etc. Et il dit des choses intéressantes. Il dit déjà pour lui, l'Ether, enfin pour lui et pour BlackRock, l'Ether c'est un pari sur la tokenisation, l'adoption des stablecoins, donc ce dont on vient de parler, clairement 50% des stablecoins, et la finance décentralisée. Je suis complètement en phase avec tout ça. Il dit aussi que l'Ether c'est un pari sur l'adoption et l'innovation de la blockchain. Et en fait, regardez, ce qu'il dit c'est très intéressant. Il dit la négativité autour d'Ethereum est exagérée. Pour lui, il y a de quoi être optimiste. Donc c'est intéressant de voir que lui, qui est côté institutionnel, qui discute avec plein de personnes qui veulent investir dans le fonds BlackRock, etc. Et ben lui, il pense que pas du tout. Lui, on est vraiment, il faut être optimiste sur Ethereum. Alors bien sûr, je suis en train de chercher aussi des choses qui me rassurent, mais c'est pas n'importe qui nous révèle ce type de choses. Et surtout, il dit autre chose dans cette interview. Regardez, là, en fait, c'est un sommet qui a eu lieu là dernièrement, le Digital Asset Summit 2025. Il y a eu un panel en fait avec Joseph Lubin du coup côté Consensus. On a aussi Robbie Mitchnick. Et en fait, il dit que il y a pas mal de choses qui pourraient évoluer au niveau des ETF Ether, parce que pour lui, les ETF Ether quand ils ont été lancés, c'était pas top, c'était pas parfait. Pourquoi? Parce que il manquait le staking. Et il pense en fait que le staking c'est un outil important pour générer du rendement et que ça parle en fait aux investisseurs institutionnels. Et du coup, ils ont pas pu lancer quand ça a été lancé, quand ils ont pas pu lancer le staking à cause de la SEC, on le sait. Et il y a plein de complexités à lancer le staking. C'est pas si simple, c'est pas juste une autorisation de la SEC. Il explique pas clairement les problèmes. Il dit il y a plein de challenges compliqués qu'il faut résoudre. Mais si on arrive à les résoudre, et ça sera vraiment un changement majeur positif au niveau de l'activité qu'on aura sur ce type de produit. Donc clairement, il y aura plus de personnes qui vont venir investir sur les ETF Ether s'il y a du staking, et je comprends tout à fait ce raisonnement. C'est évident, un actif qui s'apprécie et en plus qui donne un rendement de 2-3% annualisé, c'est pas mal. Il faut pas regarder uniquement le rendement, il faut pas se dire mais c'est rien, 2-3% de rendement, regardez mon petit memecoin inconnu qui génère 70% de rendement le stakeant, ça ne fait aucun sens. Ça sert à rien de générer 70% de rendement si vous avez une inflation de 70%, ça veut dire en fait que vous générez rien. Ether, ça génère pas, enfin, il y a très peu d'inflation. Même là, je vous dis, c'est repassé en mode inflation, mais on parle de moins de 1% d'inflation. Et en plus, vous avez du rendement. Donc je pense que ça va vraiment changer pas mal de choses. Et lui aussi, du coup, il pense que ça va vraiment améliorer la perception des investisseurs sur ce projet. Il y a un autre émetteur d'ailleurs d'ETF Ether qui a fait aussi une proposition pour changer les règles, on va dire, autour du staking. C'est Bitwise en passant par le New York Stock Exchange. Bref, c'est des choses vraiment qui sont en train d'être discutées et je pense que ça pourrait voir le jour en 2025. Ensuite, on va rester sur les ETF et là je trouve ça un peu plus étrange. Canary Capital, la société qui a fait plein de demandes d'ETF dernièrement, vient de faire une demande pour un ETF Pengu. Pengu, c'est le même coin associé au Pudgy Penguins. Et en fait, dans cet ETF, il n'y aurait pas que du Pengu, il y aurait aussi des NFT Pudgy Penguins. Donc là, très étrange. À ma connaissance, il n'y a pas d'ETF actuellement qui contient des NFT. Donc je sais pas, je suis assez sceptique, je pense pas que ça va passer. Comment on valorise les NFT? Est-ce qu'il faut prendre le floor price uniquement? Et s'il y a des actifs qui sont plus chers, comment ça rentre en compte? Les ETF c'est censé être liquide, on peut vendre n'importe quelle part de l'ETF, etc. C'est un peu étrange, donc mais bon, on va suivre tout ça.
mais clairement, je m'attendais pas du tout à ce type de news. Et on va rester sur les institutionnels. On a Toncoin, donc le projet lié fortement à Telegram. Bah, la fondation de Ton vient d'annoncer qu'ils ont levé 400 millions de dollars auprès d'investisseurs VC, donc du venture capital. Et les noms, c'est vraiment, c'est de très beaux noms. On retrouve Sequoia Capital. Sequoia Capital, un investisseur légendaire au niveau de la Silicon Valley, des startups, etc., mais aussi de la crypto. Mais vraiment, Sequoia Capital, c'est pas n'importe qui. Ils ont investi sur WhatsApp. C'était parmi les seuls investisseurs sur WhatsApp avant que ça se fasse racheter par Facebook. Et ils sont vraiment très 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 connus. Ils ont levé cet argent, on ne sait pas à combien ils ont acheté, parce que généralement ces VC, quand ils achètent autant d'argent, ils l'achètent avec un petit discount, enfin un petit discount, un grand discount, ça peut être 25%, ça peut être 50%, ils sont aussi bloqués dans la durée, ils ont du vesting, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ils peuvent pas tout vendre d'un coup, sinon ils vont juste acheter moins cher et vendre tout de suite après. Et voilà, donc c'est plutôt une bonne chose pour Ton. Ça montre vraiment qu'il y a des investisseurs qui continuent de croire dans ce projet qui a fortement chuté par rapport à ses plus hauts historiques Ton, mais c'est tout de même intéressant, très étroitement lié à Telegram. Telegram pousse beaucoup pour l'utilisation de Ton. Ensuite, autre projet qui a levé de l'argent, c'est Walrus, la Walrus Foundation. La Walrus Foundation, c'est la fondation qui est derrière le projet Walrus. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Walrus, c'est le projet qui a été développé par Mysten Labs, donc les créateurs de Sui. C'est un réseau décentralisé pour le stockage. On peut voir ça comme un concurrent de Filecoin, par exemple, ou de Arweave. Moi je vous ai toujours dit, je trouvais ça bizarre que Mysten Labs lance ça, et surtout il y a un nouveau token qui est lancé. Alors oui, ils disent que c'est construit sur Sui, mais pour moi je vois ça comme un concurrent de Sui. Quand vous avez une équipe qui est derrière un projet et qui, par exemple Mysten Labs, qui a déjà développé une blockchain et qui finalement sort un autre projet avec un autre token, moi je trouve pas ça bien. Je trouve ça juste comme une manière d'essayer d'extraire encore plus d'argent de l'écosystème. On aurait pu, je pense, faire ça avec le token Sui. C'est un peu ce qu'a essayé de faire Aave dernièrement. L'équipe qui est derrière Aave a proposé de lancer un nouveau projet construit sur Aave qui s'appelle Horizon pour les RWA. Ils ont proposé d'émettre un nouveau token. Ça n'a pas été accepté par la communauté, et tant mieux. Pour moi, c'est pas quelque chose qui doit se faire comme ça. Il y a un token dans un écosystème, il faut pas essayer d'en créer plein d'autres, surtout si c'est la même équipe qui fait le projet. Si c'est une autre équipe qui fait un projet et qui a rien à voir et qui veut créer un autre token, c'est leur droit. Mais là, vous avez la même équipe. Imaginez, dire n'importe quoi, mais Vitalik qui dit je vais construire un projet sur Ethereum et je vais lui donner un autre nom, et je vais lui donner un autre token. Ça va diluer un peu la valeur la valeur des autres tokens. On a vu ça avec les collections NFT aussi, des collections NFT qui lançaient d'autres projets et ont observé cette dilution. Et c'est encore pire quand c'est, pour moi, une équipe centrale d'un projet comme Poursuit. Imaginez, on apprend que Solana Labs lance un autre projet avec un autre token. Je pense que les gens ne vont pas trop apprécier. Donc ça, je trouve pas ça que soit une bonne chose. Poursuit, mais c'est une bonne chose pour Walrus Foundation qui a désormais beaucoup d'argent pour continuer de développer le projet Walrus, qui devrait d'ailleurs bientôt arriver au mainnet. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao, ciao. Au revoir.